En avançant avec son armée vers Rome le long de la voie flaminienne, Alaric envoie successivement les évêques des différentes villes pour réitérer ses offres de paix. Il conjure l'empereur Honorius de sauver Rome et ses habitants de la fureur de ces guerriers outragés. Mais le serment solennel empêche la cour de Ravenne de reprendre les négociations avec le roi des Goths. L'empereur se contente d'envoyer des messagers qui risquent leur vie pour transmettre au préfet de Rome des ordres, écrits dans des termes fermes. Avec des rappels de l'héroïsme des ancêtres et des devoirs des citoyens, mais impossibles à exécuter. Alaric utilise pour s'emparer de Rome d'un moyen doux, mais très efficace. Au lieu d'assaillir longtemps la ville éternelle, il s'empare rapidement de la porte d'Ostie. C'est l'un des plus étonnants ouvrages des ingénieurs romains. Dès qu'Alaric se rend maître de cette porte stratégique, au mois de novembre 409, il exige des Romains une capitulation immédiate, en leur déclarant que sur leur refus, il ferait détruire les magasins d'où dépendent la subsistance de leur ville. Attale, le préfet de Rome, rencontre Alaric et discute avec lui longuement des conditions de la capitulation. Je ne cache pas que ma situation personnelle est très délicate. Comme préfet de la ville éternelle, je dois, d'après les ordres de l'empereur, vous résister malgré toutes les circonstances. Si la ville capitule, je serai condamné à mort par l'empereur comme traître. Comment pouvez-vous nous résister? Honorius m'ordonne de mobiliser la population, de lutter héroïquement et de passer à l'offensive. Alaric rit, les Romains ont perdu leur vertu guerrière et vous n'avez pas ici de détachement de cavalerie digne de ce nom. Votre empereur est d'une imbécilité exceptionnelle. Je sais bien que la résistance est inutile. Je demande votre protection après la capitulation car l'empereur ne me pardonnera jamais. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment de religion catholique, je ne suis pas encore baptisé. Je peux ainsi devenir un arien comme vous. Alaric s'étonne. C'est un cas vraiment rare pour un haut fonctionnaire romain. Je suis né en Ionie et ai été élevé dans la religion païenne. J'aimerais bien recevoir le baptême des mains d'un évêque arien. Le roi des Goths réfléchit, votre situation ne vous dicte qu'une solution. Après la capitulation de Rome, vous alliez à moi contre Honorius. Alaric s'arrête, puis il continue avec un sourire. Je vous propose, Attale, de devenir, vous-même, empereur. Attale n'en croit pas ses oreilles. Moi, devenir empereur. Mais comment? En quelques jours, l'orgueil du Sénat est contraint de céder aux clameurs du peuple et à la peur de la famine. Les sénateurs acceptent de placer un nouvel empereur sur le trône d'Honorius, méprisé par eux pour son incapacité à les défendre. Sur la proposition d'Alaric, après de brèves discussions, les sénateurs donnent le diadème impérial à Attale. Ce monarque reconnaissant nomme son protecteur maître général des armées de l'Occident. Ataulf, avec rang de comte des domestiques, devient le commandant de la garde impériale. Cette nouvelle bouleverse le palais de Ravenne. Onégèse parle à Attila. Incroyable. La situation d'Honorius devient vraiment critique. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un roi barbare puisse nommer un empereur romain quand nous avons discuté de l'éventualité de la conquête de Rome par les Huns. Maintenant c'est la réalité. Le prince Huns sourit. Oui, j'ai parlé alors de la candidature d'Essius. Certainement, il conviendra mieux au rôle d'empereur romain que cet Attale qui ne semble pas avoir beaucoup de vertu. Il marque une pause volontaire, dévisage attentivement le savant esclave grec, avant d'articuler lentement, mais il n'est pas exclu que tu seras, toi-même, mon ministre ou général même avant la conquête de Rome. Tu me conviens parfaitement car tu connais bien les civilisations romaines et grecques, en plus, étant esclave, tu n'es pas corrompu. Essius.
pour survivre, sera bientôt inévitablement impliqué dans les intrigues de ce palais. Onégèse rougit de cette supposition incroyable, mais pas tout à fait impossible, Excellence. Je vous remercie de tout mon cœur de votre confiance. Puis il se calme et parle nous allons travailler encore plus. Mais, moi aussi je voudrais m'initier plus vite à la vie et à la culture une. Quand envisagez-vous de visiter le Candéen? Un peu étonné, Attila regarde son jeune professeur, puis il sourit. C'est vrai, Aïta connaît beaucoup de chansons populaires et elle brode des choses remarquables. En plus, elle commence à parler grec et latin. Elle est vraiment très douée. Les portes de Rome s'ouvrent et la garde impériale, commandée par Ataulf, entre dans la ville. Attal se rend, environné de ce corps de barbares vêtus de nouveaux uniformes splendides. Au milieu d'une pompe tumultueuse, au palais d'Auguste et de Trajan. Après avoir distribué à ses partisans les honneurs civils et militaires, Attal convoque une assemblée du Sénat. Le nouveau monarque prononce un discours avec une voix grave et pompeuse. Je veux d'abord remercier le roi Alaric qui a prouvé par ses actions qu'il est un grand ami du peuple romain. Rappelez-vous votre peur d'une vengeance de la part des anciens soldats barbares de Stylicone dont les femmes et les enfants ont été sauvagement assassinés sur l'ordre secret du gouvernement de Ravenne. N'oubliez pas votre angoisse de voir un jour des anciens esclaves barbares, devenus ces soldats, venir piller vos maisons sous le prétexte de venger leurs souffrances. Pouvoir retenir des sentiments si puissants comme la vengeance et le désir de pillage suffit pour que la grandeur d'âme d'Alaric et sa sagesse soient glorifiées de génération en génération. Honorius, empereur déchu, a montré son incapacité totale à être à la hauteur de cette grandeur. Par ses actions irréfléchies, il a mis en danger la vie de tous les habitants de Rome et d'une grande partie de l'Italie. Ses généraux, incapables d'affronter un adversaire sur des champs de bataille, s'entretuent ignoblement à Ravenne. La ville éternelle a compris le désir d'Alaric de réunir deux nations par l'alliance et l'amitié. Dorénavant, les épées d'Ego sont au service de la gloire de notre empire. La majorité des soldats d'Alaric sont nés sur le territoire romain et moi, comme père de la nation. Je promets solennellement de les considérer dorénavant comme des enfants de notre patrie commune. Maintenant nous pouvons avoir de nouveau des desseins ambitieux à la mesure de notre puissance retrouvée. Je pense, en particulier, à rétablir la majesté de l'Empire. En réunissant sous mon sceptre les provinces de l'Égypte et de l'Orient, auxquelles Rome avait pendant si longtemps donné des lois. Le mécontentement public favorise Attal et la population de Rome applaudit à un changement de maître. Les Ariens et autres sectaires, persécutés par les édits de Ravenne, espèrent trouver de l'appui ou du moins de l'indulgence chez un nouvel empereur, élevé dans la religion païenne et baptisé par un évêque arien. Ceux des Romains qui regardent l'élévation d'Attal comme une injure humiliante au peuple romain de la part des barbares, sont obligés de se taire. Le règne d'Attal commence bien. Le peuple de Milan accepte avec des acclamations le choix du Sénat. La majorité des autres villes d'Italie suivent cet exemple. Seules les villes, comme Bologne située à proximité de Ravenne et les troupes d'Honorius se défendent. À la tête de son armée, Alaric conduit le nouvel empereur presque jusqu'aux portes de Ravenne. Une ambassade composée des principaux ministres du gouvernement de Ravenne, Jovius, préfet du prétoire, Valence, maître de la cavalerie et de l'infanterie, Potamius, questeur, et Julien, le premier des notaires, se rendent au camp des barbares. Attal et Alaric reçoivent l'ambassade dans une superbe tente impériale. Après avoir salué respectueusement les deux monarques, Jovius s'adresse à Attal,
Notre auguste souverain accepte de reconnaître pour légitime votre élection par le Sénat et de partager entre vous, deux empereurs, les provinces de l'Italie et de l'Occident. Attale le coupe avec mépris. Je rejette cette proposition de la part d'Honorius qui, étant déchu par le Sénat, n'a plus aucune légitimité de continuer à se considérer comme empereur. Je peux seulement lui promettre que s'il avait la sagesse de renoncer volontairement à la résistance et à la pourpre, je lui permettrai de passer le reste de sa vie dans quelque île éloignée. Puis il prend un air bienveillant. Vous savez bien que la situation d'Honorius est désespérée. Il n'a pas assez de force et de ressources pour me résister longtemps. Je vous propose de hautes responsabilités dans mon gouvernement. Attirés par les promesses d'Attale, Jovius et Valence désertent leur maître. Effrayé de cette trahison, Honorius tremble à l'approche de tous ses serviteurs et à l'arrivée des messagers. L'empereur craint sans cesse qu'un ennemi secret ne se glisse dans son palais et il tient des vaisseaux prêts pour le transporter à Constantinople. Attila a maintenant 15 ans. Il discute avec Essius de la situation. Je suis un peu inquiet. En cas de bataille sous les murs de Ravenne, les Huns, qui sont dans chacune des deux armées face à face, seront obligés de se battre entre eux en respectant les serments donnés. Essius le rassure, c'est peu probable qu'Alaric osera mécontenter le Canoros et risquer ta vie. C'est pourquoi Honorius n'a pas encore fui de Ravenne. Je suis donc tranquille pour la famille d'Ancao et sa tribu. Attila trouve ses arguments convaincants, se calme et sourit. D'ailleurs, les cavaliers des deux armées adverses sont heureux de se rencontrer pendant les missions de reconnaissance. Ils échangent amicalement des nouvelles. Parmi eux, il y a beaucoup d'anciens soldats d'Uldin qui se sont battus pendant plusieurs années ensemble. Puis il continue. J'espère que tu seras un grand général et que nous ne nous rencontrerons pas sur un champ de bataille. Sans attendre la réaction de son interlocuteur étonné, Attila poursuit ses réflexions à haute voix. Les chrétiens disent qu'il existe une providence qui protège l'innocence et la sottise. Elle ne peut pas, à mon avis, refuser son secours à Honorius. En effet, un renfort de 4000 vétérans entre bientôt dans le port de Ravenne. Honorius confie la garde des murs et des portes de la ville à ses soldats et son sommeil cesse d'être troublé par la crainte d'un danger imminent. Les nouvelles favorables qui arrivent d'Afrique changent l'opinion publique et l'état des affaires. Les faibles troupes envoyées par Attale dans cette province sont défaites et massacrées. Le gouverneur, comte Héraclaion, reste fidèle et envoie une somme d'argent considérable pour assurer la solde des gardes impériaux. Il arrête l'exportation d'huile et de grains. Rome éprouve la famine qui fait naître et grandir le mécontentement du peuple. Le mauvais succès de l'expédition d'Afrique devient une source de récrimination entre les partisans d'Attale. Beaucoup de Romains commencent à le considérer comme un usurpateur sans expérience et sans talent et à éprouver du mépris pour lui. Alaric aussi se dégoûte rapidement de sa créature qui manque de talent pour commander et de docilité pour obéir. En effet, Attale ose adopter les mesures les plus imprudentes sans en donner connaissance à Alaric, ou même contre son avis. Le roi des Goths est aussi extrêmement déçu par la méfiance du Sénat qui a refusé imprudemment d'admettre 500 barbares au nombre des troupes destinées à l'expédition en Afrique. Jovius a été élevé par Attale au rang de patrice. Aussitôt il recommence ses intrigues, enflamme par ses artifices le ressentiment d'Alaric et pour éviter sa colère se réfugie à Ravenne. Pour se faire excuser de cette double perfidie par Honorius, confiant et naïf, Jovius l'assure qu'il n'avait feint d'abandonner son service que pour détruire plus facilement le parti de son rival.
Dans une vaste plaine, auprès de Rimini, et en présence d'une multitude de Romains et de barbares, Alaric fait sortir Attale, accompagné par Ataulf et ses soldats, sur une estrade. Le roi des Goths tient un bref discours. J'ai proposé au Sénat romain d'élire Attale, alors préfet de Rome, empereur à la place d'Honorius, qui a montré son incapacité à gérer les affaires de l'État avec sagesse et dans l'intérêt de tous les habitants de l'Empire. Mais Attale a aussi montré son incapacité et n'a pas pu se faire reconnaître par l'Afrique comme un ami sincère du peuple romain. Je ne veux pas le déclenchement d'une guerre civile entre les deux empereurs. Je révoque ma recommandation au Sénat et ainsi destitue Attale de son titre d'empereur romain. Sur son ordre, les soldats d'Ataulf dépouillent Attale de la pourpre et du diadème. L'assistance, frappée par cette scène incroyable, pousse une clameur d'étonnement. Alaric termine son discours par une déclaration. Je vais envoyer ces ornements de la royauté à Honorius, en signe de paix et d'amitié. Mais Honorius doit encore me montrer qu'il est digne de gouverner, qu'il a compris ses fautes avant que je ne le reconnaisse empereur et père de la patrie. Je protégerai le Sénat et la population de Rome contre la vengeance d'Honorius pour leur collaboration avec nous. Mais en cas de comportement incorrect, je me garde toute liberté de réaction. J'appelle le peuple romain à la vigilance et à ne pas laisser ses dirigeants de continuer à abuser de ma patience. Il termine son discours et descend de l'estrade sous les cris d'approbation des barbares. Attale le suit jusqu'à sa tente et demande, « Mon roi, je suis conscient de mes fautes. Je ne demande que votre permission de rester dans votre camp car je ne serai jamais pardonné par Honorius. » Alaric s'arrête devant l'entrée de sa tente. « D'accord, tu peux rester. » Il explique à Ataulf, ainsi Honorius se sentira toujours menacé et sera moins orgueilleux. Puis Alaric réfléchit à haute voix, mais Attale doit quand même faire quelque chose d'utile. Quelle occupation lui peut-on trouver? Le roi se tourne brusquement et donne l'ordre à l'empereur déchu, « Je te charge de l'organisation de l'orchestre de mon armée. » Il sourit. « Je sais que tu es doué pour la musique.